Me revoilà après des mois d'absence. Mais bon, c'est pas grave, je suis pas youtubeuse, c'est pas mon métier, je gagne pas d'argent en faisant ça, outre le plaisir juste de partager un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois et pourquoi je suis partie. Et c'est tout. Vous partager aujourd'hui dans cette vidéo mon expérience que j'ai eue cet été à Middlebury College qui s'est passée pour la première fois depuis 100 ans, 100% en ligne. Peut-être que vous ne me connaissez pas, que c'est la première fois que vous me voyez et vous vous dites c'est qui cette bonne femme. Je m'appelle Cynthia, j'habite au Portugal depuis 4 ans et aussi depuis 4 ans je suis professeure de français en ligne. J'ai enseigné dans beaucoup d'institutions et j'ai l'habitude d'enseigner le français langue étrangère à Middlebury College l'été, Middlebury College dans le Vermont aux États-Unis. Et donc pour la première fois depuis 100 ans, l'école de français n'a pas pu, à cause du Covid, avoir eu lieu sur le campus dans le Vermont aux États-Unis. Et aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais vous partager un petit peu ce qui s'est passé durant le programme, puisque ça a été un programme très compliqué de mettre en place et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et puis ça va peut-être vous donner des idées et vous allez peut-être vous dire que ça vous est arrivé à vous aussi. Alors tout d'abord un peu de contexte. Middlebury College c'est un collège normal, une université normale, mais l'été campus se transforme en école de langue, d'accord? Et donc à Middlebury College vous avez 12 langues. Je vais regarder mes notes pour citer les langues. Vous avez l'Abenaki, l'arabe, le chinois, le français, l'allemand, l'hébreu, l'italien, le japonais, le coréen, le portugais, le russe et l'espagnol. C'est pas mal, hein? La particularité du programme, c'est que c'est un programme intensif de 7 semaines, intensif et immersif. L'immersion, elle tient du fait que Middlebury College a ce qui s'appelle le Language Pledge, qui est un petit peu un trademark de Middlebury. En fait, l'étudiant n'a pas le droit d'utiliser une autre langue que la langue qu'il est en train d'apprendre pendant toute la durée du programme. Donc, famille, amis, peu importe, normalement, il n'a pas le droit d'utiliser une autre langue, dont bien évidemment sa langue maternelle. Et c'est en imposant ce cadre strict, en fait, qui fait le succès, en fait, de Middlebury. En fait, ça fait beaucoup d'en fait. Bon, bref. En plus du pledge, l'immersion tient aussi beaucoup au fait que on vit en communauté sur campus, on est un petit peu perdu au milieu de nulle part. Et donc du coup, on a de contact avec personne d'autre techniquement et donc ça favorise aussi l'utilisation de la langue imposée par l'école. Donc il y a des activités l'après-midi, des activités sportives, culturelles, de loisirs. Le soir, il y a des événements un petit peu plus festifs. Et puis le week-end, d'autres événements tout aussi loisirs, festifs, culturels. Voilà, donc il y a beaucoup de choses et c'est tout en français. De plus, et là ça tient au côté intensif du programme, c'est que, bon déjà c'est 7 semaines donc c'est relativement court et en plus ils ont cours à peu près entre, je dirais, 4 et 5 heures par jour. Plus des office hours et des heures de tutorat qui leur sont proposées. Donc ils sont en train tout le temps de bombarder, bon pour le cas de l'école de français, ils bombardent toujours en français, normalement je dirais 20 heures par jour quoi. Donc cet été, au lieu d'avoir 3-4 collègues, j'en avais qu'un seul pour le groupe qui m'était destiné, c'est-à-dire un groupe A2. Au lieu d'avoir 4-5 heures de cours, on s'est limité à 3 heures de cours synchrone. Alors, les enjeux de passer en ligne justement. Le fait de passer en ligne, c'est tout un challenge parce qu'on ne peut pas en fait leur promettre l'immersion qu'on leur promet en temps normal dans le programme quand on est physiquement sur le campus parce que physiquement, c'est impossible. Eux, ils sont chez eux, ils sont dans leur cadre familial ou alors complètement isolés. Communiquer avec ses pairs, de vivre avec ses pairs, de manger avec ses pairs, c'est impossible. On s'est dit, tiens, on va instaurer la classe inversée. On va limiter à 3 heures de cours synchrone par jour et puis on va bombarder l'espace LMS qu'on nous a fourni. Donc, l'asynchrone, l'aspect asynchrone, c'est sur ce quoi je vais me baser aujourd'hui. Le synchrone, on en parlera dans une autre vidéo, il y a plein de choses à dire et on n'a pas besoin de passer plus de 20 minutes avec moi. 10 minutes, c'est déjà beaucoup. Middlebury nous a imposé donc une plateforme qu'elle paye, une LMS, Learning Management System. Vous vous souvenez peut-être si vous avez vu une de mes vidéos précédentes, je vous la mets ici au cas où vous seriez intéressé. Nous a imposé Canvas, ça tombe bien parce que Canvas, moi, j'adore. C'est grâce à Middlebury que j'ai découvert Canvas parce que c'est beaucoup plus populaire aux États-Unis et au Canada par exemple. Et donc, si vous connaissez pas Canvas, qui est gratuit pour les professeurs, je vous mets ici une petite vidéo où je vous explique un petit peu comment fonctionne Canvas. Donc on nous a imposé Canvas et on s'est dit tiens, on va faire une classe inversée et on va plus ou moins en gros prévoir quelque chose comme 1h30 de travail pré-cours, post-cours sur Canvas pour qu'on puisse un peu tenter de pallier le manque de input qui se prennent normalement
en pleine face quand ils sont sur le campus physiquement. On a décidé de se baser sur la méthode édito A2. On a passé un petit peu tous les contenus d'édito sur la plateforme asynchrone, sur Canvas. Je vais vous montrer un petit peu comment on a organisé. Nous, on est plutôt contents, nos étudiants sont plutôt contents, ont du moins montré qu'ils l'étaient. Voilà à quoi ça a ressemblé. Donc on a décidé de diviser par semaine par module, c'est-à-dire que chaque module correspondait à une semaine. Et vous voyez ici, quand on regarde comme ça, quand tout est fermé, c'est plutôt clean, on est plutôt content de ça. Donc voilà, ça c'est ressources et tutoriels pour la classe. Je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a mon numéro de téléphone qui est affiché en grand. Mais en gros, c'est tout ce que vous jugez important, pertinent pour le bon fonctionnement du cours. Donc tout est mis ici. Tout est bien propre et ici on ouvre. Semaine 1. Qu'est-ce qu'on a en semaine 1? En fait, on a décidé, la stratégie, c'était, du moins sur Canvas, il faudrait que je teste Google Classroom, mais sur Canvas, la stratégie, c'était que, voilà, on va pas commencer à bombarder d'éléments lâchés un petit peu comme ça, sans contexte, mettre un lien par-ci, un document par-là, un PDF, etc., sans consigne, parce que même si on peut rajouter un en-tête, c'est-à-dire un petit texte qui apparaît et que ça vous donne voilà, je vais faire une petite consigne là et puis je vais mettre le document en dessous, ça reste très vite bordélique si vous avez un jour, un cours de 3 heures tous les jours pendant une semaine. Ça devient très vite, voilà. Donc à un moment, il faut organiser, c'est comme sur un ordinateur, on organise, on organise, on organise. On avait décidé pour chaque page que ce soit organisé en 3 parties très importantes qui sont les principes un petit peu de la classe inversée. Peut-être que je le fais mal, mais en tout cas, on a jugé important de le faire comme ça. Avant le cours, pendant le cours et après le cours. Donc dans ces 3 parties, qu'est-ce qu'on a ici? C'est probablement la partie la plus importante, c'est la partie avant le cours. Stratégiquement, on a décidé que tout ce qui était oral et écrit, en termes de compréhension, on n'allait pas les faire pendant le cours pour pas leur prendre plus de temps de communication et je l'expliquerai exactement un peu plus en détail pourquoi dans l'autre vidéo. Tout était fait en asynchrone sur des quiz, et là c'est important de le dire, qui sont faits en built-in, c'est-à-dire construits sur Canvas pour avoir une trace et pour avoir un feedback immédiat de leur part, mais aussi pour nous. On a tout de suite le résultat, on a tout de suite les pourcentages, on peut tout de suite aller analyser un petit peu où ils en sont dans justement New Analytics, nouvelle analyse, ils appellent ça comme ça, d'accord? Donc c'est la partie Analytics de Canvas. Et ça c'est super important. Une compréhension orale, une compréhension écrite, et puis ensuite le point de grammaire. Et le point de grammaire, soit on avait un PDF, donc là pour le coup c'était une révision sur le passé composé, j'ai décidé de leur mettre un PDF que j'avais fait pour un niveau A1, d'accord? Pour revoir les bases très rapidement. Mais en temps normal on avait des PDF, des PowerPoint beaucoup plus construit, vous savez, avec de l'animation, genre tu cliques quelque part, tu le mets en diaporama, tu cliques s'il y a un élément qui apparaît. Donc ça c'était les PowerPoint faits par mon collègue qui aime beaucoup utiliser PowerPoint comme ça. Moi j'aime moins, je m'en sers moins parce que comme vous le savez peut-être ou pas, moi j'ai une super tablette, je note directement comme si c'était un tableau blanc avec mon stylo et je le projette en cours, donc j'ai pas besoin du côté animation en fait. L'avantage de la partie grammaire, donc on voyait un point par jour, je tiens à vous le dire, hein, je tiens à vous le rappeler, un point de grammaire par jour, et donc ce qui est cool généralement c'est que ce qui apparaît comme grammaire chez Edito en point dans l'unité, elle apparaît dans les textes et dans les audios. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a choisi Edito. On s'est dit, on va pas construire un truc de A à Z, on a déjà assez travaillé comme ça. On va pas non plus s'inventer un monde, quoi. Et donc ensuite, on avait toujours systématiquement un tout petit exercice de compréhension de la grammaire. C'est-à-dire qu'on testait s'ils avaient bien compris le point de grammaire qui venait de voir, lire, écouter. Et ça nous permet encore une fois de tout de suite voir qui a pas suivi, qui a suivi, qui a compris, qui a pas compris. Et ça, c'est super important parce que moi, je veux bien qu'on donne des exercices, un PowerPoint, un PDF et qu'on leur dit faites-le chez vous et je vous donne la page avec les corrigés. Mais vous avez aucun feedback sur ça en fait. Vous vous basez juste sur le bon sens de l'élève de s'auto-corriger et de comprendre lui-même ses erreurs et de comprendre lui-même qu'il est peut-être un petit peu perdu. Mais à aucun moment en fait vous êtes complètement conscient de qui est perdu ou pas. Et vous savez qu'il y a des étudiants qui s'expriment pas forcément, qu'il y a des étudiants qui n'ont pas forcément envie de dire qu'ils sont perdus. Et donc c'est pour ça qu'on prenait à chaque fois à peu près entre 30 et 40 minutes à transposer ces exercices sur un exercice Canvas. Et donc la particularité aussi, c'est qu'on a décidé en tant que stratégie, c'est de automatiser le processus. C'est-à-dire que toutes les questions étaient des questions du style fermé ou avec des réponses hyper précises. Pourquoi on a décidé de faire ça? Parce qu'on s'est dit, on va pas courir après les corrections, sinon c'est plus du feedback immédiat. Et comme on avait un certain décalage horaire, du moins moi j'avais un décalage horaire avec mes étudiants parce que j'étais au Portugal et eux ils étaient éparpillés partout aux États-Unis, ça me permettait pas de tout de suite leur donner
donner un feedback, c'est-à-dire qu'ils allaient attendre que je tombe sur leur questionnaire, que je corrige et que je donne le point. Et ça, pour nous, c'était... on va pas pouvoir faire ça tous les jours, c'est pas possible. Parce qu'on avait d'autres choses à corriger. Donc du coup, on a tout automatisé et en fait, ça leur permet quand même d'avoir rapidement un travail de compréhension orale, un travail d'être un peu plus conscient du point de grammaire en question. Ça leur permettait aussi d'avoir le feedback immédiat et nous plus tard, en se réveillant, en prenant notre petit café, on voyait un petit peu tout ce qui avait été fait durant la nuit et on regardait un petit peu les stats. Donc ensuite vous avez la partie notes et PPT du cours. Donc en gros c'est là où on balançait les supports de cours. Donc moi en l'occurrence un PDF, puisque moi j'écrivais directement sur le PDF quand je donnais mon cours. Mon collègue utilisait un PowerPoint, ça revient même, on s'en fout, c'est un support de cours. Et on le donnait en avance, 24 heures en avant, tout simplement pour qu'ils puissent avoir le temps, pourquoi pas d'y jeter un coup d'œil, pour se préparer mentalement, tout simplement pour qu'ils puissent par exemple télécharger le document. Et moi j'avais le cas d'une étudiante qui avait elle-même aussi une tablette et un stylo et elle prenait ses notes directement dessus, mais j'avais d'autres étudiants qui prenaient des notes de manière différente, mais ils avaient le PDF avec eux. D'autant plus que le PDF, et j'en parlerai dans la prochaine vidéo, le PDF permettait aussi à l'étudiant une certaine autonomie quand je les mettais en breaking rooms sur Zoom, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, après le cours, donc on s'est dit tiens, on va faire de l'obligatoire et du facultatif. Le facultatif, on va se dire ok, c'est si vous voulez pratiquer un petit peu plus, si vous sentez que vous en avez besoin, si vous en avez pas besoin, vous le faites pas. Alors pourquoi cette distinction? C'est pas pour les stresser ni rien. C'est que dans les devoirs obligatoires, en fait, vous avez ici des choses qui sont en built-in sur Canvas. Donc, ils sont construits dans Canvas, encore une fois, pour permettre d'avoir des stats, d'avoir les résultats, d'avoir un contrôle sur ce qui s'est passé. Ici, vous avez un exercice de réemploi du passé composé. En fait, ça rebondit sur cet exercice-là, voir si cette fois-ci ça va un peu mieux, s'il y a une certaine progression, si c'est pire, voilà. Ça permet de tracer un petit peu le travail de l'étudiant. Et ensuite, on a décidé qu'en fait, tous les jours, ils auraient un endroit pour écrire un petit peu de manière informelle, en reprenant un petit peu justement les questions posées durant le cours, donc sur la thématique, sur la grammaire, sur le vocabulaire vu pendant la journée. Et c'est sous forme de forum parce que Canvas permet des forums, c'est la partie de discussion. Alors, est-ce que ça a bien marché? Je dirais que oui, parce qu'ils ont tous participé, mais c'était d'un formel et d'un chiant et d'un ennui incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça comme s'ils faisaient un test. Parce que moi, je l'ai corrigé systématiquement, c'est-à-dire que je faisais copier-coller parce qu'on peut pas corriger directement de manière efficace, et j'en parlerai dans une autre vidéo comment on corrige en ligne, mais ça permettait pas de corriger en ayant une trace et de manière efficace pour que eux ils voient. C'était pas très joli, pas très efficace. Donc ce que je faisais, c'est qu'on avait tous accès à un Google Drive, je copiais-collais, je corrigeais directement là-bas, je mettais en suggestion et ça permettait d'avoir une traçabilité de leur correction en fait. Moi j'aurais voulu qu'ils utilisent ça un petit peu plus comme vraiment un truc pour parler quoi, en gros pour en apprendre un petit peu plus sur les autres, mais j'ai l'impression que voilà, ils ont fait ça, c'est un devoir, je le fais, c'est scolaire, mais je regarde pas forcément ce que les autres font et je réagis pas sur ce que les autres font. J'ai jamais eu par exemple de réponse sur un post fait par un étudiant, ce que j'ai trouvé extrêmement dommage. Par contre, je sais qu'ils avaient un groupe WhatsApp et que ça leur a permis de parler ensemble, mais j'ai pas la certitude absolue que ce groupe WhatsApp était en français. Et ça, c'est un peu dommage, mais je pense que ça s'est passé un petit peu comme ça. On continue. Les devoirs facultatifs, en gros, c'est les devoirs sur lesquels on avait absolument plus de contrôle, c'est-à-dire que c'est les fameux liens qu'on connaît tous, hein, qu'on va aller choper sur le point du fleu. Alors, moi, c'est un petit peu mon site répertoire de référence et qui sont autocorrigés, qui sont très très bien dans leur diversité. Moi je vérifie toujours bien que les liens sont pas brisés, que ça fonctionne. Je fais l'exercice avant pour voir s'il va pas y avoir un espèce de petit problème qui va surgir, ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire et qui vont finir un petit peu perdus. Et donc du coup, je les mettais là. Le problème, c'est que moi, à partir de ce moment-là, je sais pas déjà s'ils les font, ils sont pas obligés de les faire encore une fois, et puis je sais pas si ça s'est bien passé, je sais pas s'ils ont des difficultés, même si je leur dis à chaque fois, si vous avez eu des difficultés, prenez une capture d'écran, posez-moi des questions, envoyez-moi un message. Ils avaient mon WhatsApp, mon numéro de téléphone, ils avaient aussi le chat ici, sur Canvas. Rarement ça arrivait, ça arrivait très rarement, ça arrivait mais c'était rare. Donc pas la possibilité, de manière globale, généralisée et automatisée, de voir si tout se passe bien. L'autre petite chose qu'on faisait, c'est que pour chaque semaine, on leur proposait 2 tâches, pas au choix, 2 tâches, pour justement, encore une fois, essayer de les faire réutiliser les notions le plus possible, les faire parler d'autant plus. Et en fait, là, on s'est basé sur le Project-Based Learning. Le Project-Based Learning, en gros, c'est que vous présentez une espèce de problématique et ils doivent le régler sous forme de projet. C'est bien évidemment basé sur le Project-Based Learning, mais c'est pas aussi poussé à l'extrême. Pourquoi? Parce que pas le temps, tout simplement. Nous, pas le temps de préparer
préparer ce genre de tâches et eux pas le temps de réaliser ce genre de tâches. Et nous, on voulait vraiment mettre l'accent sur voilà, une petite production orale et une petite production écrite qui soit plus ou moins naturelle. Et nos tâches c'était plus ou moins tout le temps en reprenant... toujours dans un souci hyper spiralaire de reprendre à chaque fois ce qui avait été dit avant, pendant la semaine, de se dire ok, il faut pas qu'on aille trop vite, il faut pas qu'ils oublient les choses qui ont été vues la veille, le jour d'avant, 2 jours avant, 3 jours avant, la semaine d'avant. Et donc, pour le synchrone, j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que, encore une fois, il y a plein d'aspects très intéressants en fait dans les choix qu'on a décidé de faire dans le synchrone. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vraiment. Encore une fois, je fais pas ça pour l'argent et le fame, je fais pas ça pour ça, je fais ça parce que moi-même je suis dans cette situation depuis 4 ans, j'ai pas de collègues, mais vous qui regardez cette vidéo parce que vous y voyez un intérêt pour vous dans vos pratiques d'enseignant, vous avez aussi envie de partager. Donc partagez dans les commentaires. J'ai une page Facebook qui s'appelle Cynthia Cravo. Je suis pas très active sur les réseaux sociaux parce que ça m'angoisse. Et vraiment le but c'est qu'on partage. C'est aussi mon sujet d'étude pour mon doctorat, hein, c'est les pratiques d'enseignement qui ont été développées, utilisées et choisies par les professeurs qui ont été catapultés pendant le confinement sans beaucoup de temps de préparation. Et donc je suis en plus extrêmement curieuse de savoir de ce qui s'est passé en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine et on se dit à très bientôt avec une vidéo sur le synchrone. Ciao!